Donc le premier, c'est Blanc Fabien, qui est de Montpellier et qui va nous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la thérapie génique ciblée cochléaire, optimisation de la voie d'abord chirurgicale et du vecteur. Si on arrive à la voir. Donc il n'y a pas de TGV qui est de Montpellier. Bon, rebonjour Monsieur Blanc. Bonjour. C'est décalé. Vous avez il doit y avoir un double appel chez vous. Non, c'est bon. Bonjour Monsieur. Je vous laisse faire votre présentation et après les orateurs viendront vous présenter, vous proposer des questions au pupitre. Donc quand vous voulez, vous partagez et vous lancez d'abord le diaporama. Hein. D'accord. Vous lancez d'abord le diaporama en PowerPoint et après vous basculez. C'est bon. Non. D'abord le diaporama, ensuite vous partagez. C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour à tous, Monsieur le Président, Jean-Marc Pédény, chargé par modérateur. Je m'appelle Fabien Blanc, je suis interne en otorhinolaryngologie à Montpellier. Je m'excuse déjà pour ne pas être affaibli aujourd'hui en tant que transport. Merci le jury de me donner l'occasion de présenter mon travail d'année de recherche réalisé pour mon Master 2 qui s'intitule Thérapie génique ciblée cochléaire, optimisation de la voie d'abord chirurgicale et du vecteur. J'ai été encadré pour cela par le Dr Jim Wang à l'Institut de neurosciences de Montpellier et par le professeur Michel Mondin au CHU de Montpellier. Donc tout d'abord un bref rappel de l'anatomie de la voie auditive. Le son traverse d'abord l'oreille externe, l'oreille moyenne, avant d'arriver au niveau de l'oreille interne, qui va nous intéresser dans ce topo. Au sein de l'oreille interne, on retrouve les cellules sensorielles auditives, les cellules ciliées internes et externes. Et la cellule ciliée interne fait une synapse avec le premier neurone auditif qui se projette ensuite au niveau des vers auditifs. Donc la surdité neurosensorielle est en général, dans la majorité des cas, une atteinte de ces cellules sensorielles ou de la synapse ou du neurone auditif. C'est une surdité qui est très fréquente, qui est la première cause de déficience sensorielle dans le monde, et 80% de ces surdités sont une cause génétique. Actuellement, il n'existe pas vraiment de traitement curateur de cette surdité. Les alternatives thérapeutiques qu'on a, c'est l'amplification du volume sonore avec des prothèses auditives, la pose d'un implant cochléaire qui va aller en fait stimuler l'écoutement par une insertion à l'intérieur de la cochlée directement dans le nerf auditif. Et depuis quelques années, des études prometteuses sont réalisées en thérapie génique dans le but d'aller corriger l'anomalie génétique responsable de cette surdité. Avec une étude technique en 2019 qui ont montré des résultats efficaces chez la souris, notamment co-dirigés par l'Institut Pasteur. C'est dans le but d'optimiser cette thérapie cochléaire qu'en place mon projet de Master 2. Le but, tout d'abord, d'optimiser la voie d'abord. En fait, pour injecter un vecteur viral pour la thérapie génique dans le compartiment liquidien en haut de l'oreille interne, il faut en fait d'abord ouvrir un os très dense qui entoure ce compartiment périlymphatique, qui est en blanc sur le schéma, et qui communique avec le liquide endolymphatique qui est au contact des cellules cibles, des cellules sensorielles. Actuellement, le traitement de référence pour aborder ce compartiment consiste en une injection dans la fenêtre ronde au niveau cochléaire. Cependant, il se pose toujours la question d'un traumatisme chirurgical direct lors de l'injection, parce qu'on aborde directement la cochlée. Il est donc intéressant de travailler sur des voies d'abord alternatives à distance de la cochlée qui soient tout aussi efficaces. Également, de travailler sur le choix du vecteur viral en testant différents sérotypes viraux. Donc, mon objectif a donc été la comparaison des différentes voies d'abord d'injection et de 5 différents sérotypes de virus adéno-associés, les AAV. Pour cela, donc, une voie d'abord chirurgicale a été tout d'abord la canalostomie postérieure, qui est une voie récente, récemment décrite pour aborder l'oreille interne, qui consiste en fait à faire une injection au niveau du canal semi-circulaire postérieur, au niveau de l'espace périlymphatique, à son contact le plus proche, et en fait, par une diffusion spontanée du vecteur
dans cet espace périlymphatique vestibulaire communique avec l'espace périlymphatique cochléaire, on obtient une thérapie, on arrive à atteindre les cellules cibles cochléaires par une voie un petit peu éloignée. Également, on a essayé une nouvelle technique d'injection par la cisterne magna, qui est en fait une cisterne de LCR qu'on retrouve à la base de la nuque chez les souris, et en utilisant une communication naturelle qui existe entre le LCR de la fosse postérieure et l'espace périlymphatique cochléaire via l'aqueduc cochléaire. Au cours de mon Master 2, j'ai fait des études histologiques essentiellement en immunofluorescence, à partir de mise à plat des problèmes sensoriels cochléaires. J'ai fait des études électrophysiologiques de l'audition par potentiel évoqué auditif, les PEA, qui permettent d'étudier la fonction essentiellement de la cellule ciliée interne et du neurone, et des distorsions des auto-émissions acoustiques, qui permettent plutôt d'étudier la fonction des cellules ciliées externes. Donc, j'ai fait également des études comportementales à la recherche de déficit vestibulaire. Chez la souris, ça se traduit par une marche circulaire, un mouvement de déficit vestibulaire. Donc tout d'abord, j'ai vérifié que ces d'abord étaient efficaces pour atteindre ce compartiment périlymphatique. Donc par une injection de colorant au niveau du canal, ici sur l'oreille droite, on obtient une coloration complète de l'espace périlymphatique vestibulaire et cochléaire, donc vestibulaire en arrière, cochléaire en avant, sur l'oreille injectée, alors que l'oreille contralatérale n'est pas colorée. Ensuite, j'ai refait le même protocole en injectant cette fois-ci un virus qui exprimait une protéine fluorescente. Et on voit, après cette crise de l'animal, immunohistochimie et examen au microscope fluorescence, une expression de GFP tout le long, pour toutes les cellules ciliées internes quasiment, de la base jusqu'à l'apex de la cochlée. Ensuite, j'ai procédé de la même façon pour la voie d'abord via la cisterne magna, donc cette cisterne de LCR. Par une injection de 5 microlitres de colorant, on obtient une coloration complète de l'espace périlymphatique cochléaire au niveau des deux cochlées de façon bilatérale et symétrique. Là, on voit la coloration de la fosse postérieure de la souris à fréquence cégiale. De la même façon, l'injection d'un vecteur viral faisant exprimer par les cellules cibles une GFP se traduit par une expression forte de GFP dans les cellules ciliées internes de la base, moindre au niveau d'apex, mais forte tout le long au niveau des fibrocytes, des cellules de soutien de neurones et de quelques neurones. Cet effet est prolongé dans le temps. On a vérifié que 6 mois après l'injection, ici par canalostomie postérieure, on avait une transduction toujours efficace et toujours stable dans le temps, 6 mois après la chirurgie. Ensuite, dans un second temps, on a testé différents sérotypes de vecteurs viraux par voie de la canalostomie postérieure et par la de la cisterne magna. On retrouve une transduction efficace, particulièrement pour les vecteurs de 8 au sérotype synthétique ANC 80 et 65 au niveau de la canalostomie postérieure. Par la voie de la cisterne magna, on avait une efficacité forte des sérotypes de 8, de 9 et 65. Finalement, nous avons vérifié qu'il n'y avait pas de iatrogénie associée à ces deux voies d'abord chirurgicales en réalisant des évaluations auditives. Et ici par PEA, on voit les courbes auditives des souris 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois post-opératoires qui sont à chaque fois superposables, sans différence significative. Donc on n'a pas de perte auditive secondaire à la chirurgie. Les auto-émissions, on ne retrouve pas non plus de modification en pré- et en post-opératoire, ou sur l'oreille opérée et l'oreille contralatérale, témoignant une absence d'atteinte de lésion des cellules ciliées externes. De la même façon, la voie d'abord par la cisterne magna n'induit pas de perturbation fonctionnelle auditive, que ce soit sur le PEA ou sur les distorsions de l'auto-émission. Enfin, on a fait une analyse comportementale. Donc, ces souris ne présentent pas de déficit vestibulaire par ces deux voies. Et par analyse histologique, on a une absence de fibrose. On retrouve ici le canal osseux avec au centre le labyrinthe membraneux avec le canal injecté, le canal contrôle, qui est un canal voisin qui n'a pas été injecté, qui sont comparables.
Et le niveau histochimie, on retrouve là également une absence de fibrose significative. En conclusion, les deux voies d'abord apparaissent comme des alternatives qui sont efficaces pour réaliser des thérapies génico-cochléaires sans iatrogénie significative au niveau cochléaire et au niveau vestibulaire. La canalostomie postérieure, globalement, est plus efficace, une transduction forte des cellules ciliées internes de la base à l'apex. La voie de la cisterna magna permet une transduction également efficace, mais plus ciblée sur la base de la cochlée. Ça peut être une limitation, mais un intérêt également, puisque la majorité des surdités neurosensorielles débutent par une atteinte des fréquences aiguës, donc une atteinte des cellules de la base de la cochlée. Et surtout, cette voie d'abord à distance de l'oreille interne, aucune perturbation de l'homéostasie de l'oreille interne, que ce soit cochléaire ou vestibulaire. Sur les sérotypes que j'ai testés, les sérotypes de 8 et les sérotypes synthétiques semblaient les plus efficaces. C'est intéressant de confirmer d'un point de vue quantitatif l'efficacité de ces vecteurs et de ces deux voies d'abord, et ensuite de réaliser une modification fonctionnelle du fonctionnement de ces cellules cibles, de ces cellules ciliées, pour avancer vers une thérapie génique efficace. Je remercie mes encadrants, le Dr Wang, le professeur Mondin et toute l'équipe de l'Institut des neurosciences de l'équipe audition. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre présentation. Merci beaucoup. Donc, déjà, est-ce qu'il y a des questions dans la salle de personnes qui travaillent en génétique ou sur l'audition? Est-ce que vous me voyez bien? Je vais arrêter le partage d'écran. Arrêtez le partage d'écran, s'il vous plaît. Ouais. Merci. Ouais, parfait. Alors moi j'ai quelques questions parce que je travaille sur le même sujet. Ma première question c'est est-ce que vous avez comparé par rapport à la fenêtre ronde ce que ça donnait en termes de iatrogénie? Alors c'est mon projet initialement de faire vraiment une comparaison des trois voies d'abord. Là j'ai pas présenté les résultats sur la fenêtre ronde, mais on a une perte auditive sur les fréquences aiguës quand on travaille chez la souris adulte. Et c'est ce qui était mon cas sur mon projet, j'ai travaillé sur les souris à un mois, et j'avais à chaque fois une perte auditive sur les fréquences aiguës après injection de la fenêtre ronde. Donc c'est ça, les injections et tout était fait à l'âge adulte. Donc après, ok, c'est pour ça que. Durant la production. Et une autre question, c'est la voie de la cisterna magna. Est-ce que vous avez regardé ou est-ce que vous allez regarder l'expression cérébrale, l'expression dans le cerveau? Oui, c'est prévu. Probablement, enfin, les cerveaux m'ont été inclus. J'ai envie de faire des coupes effectivement pour vérifier ça. Après, probablement l'expression sera forte puisque les sérotypes que j'ai utilisés, le sérotype synthétique, le 8, le 9, sont tous utilisés assez fréquemment en thérapie génique du système nerveux central par cette voie d'abord, au niveau de la moelle épinière et l'encéphale. Et il y a des transductions de l'encéphale qui sont décrites après injection, même par canalostomie postérieure ou par injection par la fenêtre ronde, lorsqu'on injecte un volume trop important, que ça déborde entre guillemets au niveau de la fosse postérieure. Donc probablement une transduction également dans le système nerveux central par cette voie d'abord, c'est sûr. Et j'ai pas de data encore là-dessus. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que la transduction se fait beaucoup sur les neurones. Oui. Sur la cisterna magna, alors que c'est moins le cas par la canalostomie. Oui, bien sûr. En fait, je pense qu'il y a une diffusion qui est faite à travers le modulus, par un conduit auditif interne également, avec, je pense, une rentrée de vecteur viral par la pluie cochléaire, d'une part, qui se traduit par une transduction des cellules ciliées internes, et également probablement une diffusion par le modulus, par le conduit auditif interne, et là, la transduction qu'on voit au niveau des neurones et des fibrocytes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le modulus, c'est ce qu'il y a au centre de la cochlée et c'est par là qu'il y a les fibres nerveuses auditives. Voilà. Pas d'autres questions? Bien, merci. Monsieur François. Merci beaucoup. Je vous remercie pour votre présentation et bonne fin de journée. Alors,